Pendant 50 ans, nous avions une théorie qui expliquait tout, le modèle standard. Il décrivait les règles fondamentales de l'univers. Il a prédit des particules et à chaque fois, il a eu raison. C'était la forteresse inébranlable de la physique. Mais nous nous sommes trompés, et lourdement. Les expériences au CERN ont découvert une fissure géante dans cette forteresse. Une particule nommée le boson BABV s'est révélée être plus lourde que prévu de 76 millions d'électronvolts. Ce n'est pas une simple erreur de mesure, car cette anomalie a une certitude de 7 sigma. C'est pourquoi les physiciens paniquent, car cela signifie une probabilité d'erreur inférieure à 1 sur 1000 milliards. Mais ce n'est pas ça le plus troublant. Cette seule fissure suggère que tout l'édifice de 50 ans pourrait être pourri jusqu'aux fondations. Et si l'effondrement des lois les plus fondamentales de la réalité t'excite aussi, alors aime la vidéo et abonne-toi, car la physique que tu connais va se briser sous tes yeux. Es-tu prêt? On commence. Pour résoudre les secrets les plus fondamentaux de l'univers, nous sommes allés au plus profond. Nous avons construit une structure gigantesque de 27 km pour voir les plus petites particules subatomiques. Nous avons dépensé des milliards de dollars. Mais les réponses que nous cherchions n'étaient pas si loin. Nous regardions au mauvais endroit. La fissure se trouvait au cœur même des équations auxquelles nous faisions confiance depuis 50 ans. Le CERN a prouvé qu'une particule était bien plus lourde que prévu. Ce n'est pas une différence ordinaire. C'est une anomalie de 7 sigma. Le monde de la physique est sous le choc, car cette erreur ne peut même pas être expliquée par une chance sur 1000 milliards. Mais la vraie ironie est la suivante. Notre théorie, qui ne pouvait déjà pas expliquer 95% de l'univers, vient de s'effondrer complètement dans les 5% que nous pensions comprendre. Si toi aussi, tu te demandes comment cette quête monumentale nous a ramenés à notre erreur la plus fondamentale, abonne-toi à la chaîne et aime la vidéo. Car le grand secret que nous cherchions pourrait être notre plus grande erreur. On commence. Pendant des années, nous avons cru à la règle la plus fondamentale de la physique des particules. Cette structure mathématique appelée le modèle standard expliquait tout ce qui compose l'univers. Les électrons, les quarks, les photons, tout était à sa place. Mais, en 2025, les scientifiques du CERN ont regardé quelque chose. Et ce qu'ils ont vu a défié toutes les théories que nous avions bâties depuis 100 ans. Maintenant, nous savons que les règles fondamentales de l'univers sont bien plus fragiles que nous le pensions. La première fissure est apparue sur la particule la plus lourde. Cette particule appelée le quark top est la brique élémentaire la plus massive de l'univers. Elle est environ 185 fois plus lourde qu'un quark dans un proton. Mais ce n'est pas son poids qui est important, c'est sa durée de vie. Le quark top ne vit que 5 fois 10, puissance moins 25 secondes. Ce temps est si court que la particule ne peut s'unir à rien d'autre. Elle doit se désintégrer, car selon les règles de la mécanique quantique, une particule avec une durée de vie si courte ne peut pas trouver le temps de former une liaison avec un autre quark. Chaque calcul le disait, chaque théorie le prédisait. Mais les détecteurs, Atlas et CMS, ont vu autre chose. Les quarks top s'unissaient. Ils rencontraient leurs propres antiparticules, les antiquarks top, pour former une structure nommée toponium. Cette rencontre était IM possible selon les lois de la physique.
car le temps nécessaire pour s'unir était au moins 10 fois plus long que la durée de vie du quark top. L'expérience Atlas a confirmé cette situation avec un niveau de certitude de 7,7 sigma. Que signifie ce chiffre? En science, 5 sigma suffisent pour valider une découverte. 7,7 sigma réduisent la probabilité de coïncidence à presque zéro. Mais si vous essayez 1 billion de fois, vous ne vous tromperiez qu'une seule fois. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que dans le modèle standard, il n'y a aucun mécanisme pour expliquer ce comportement du quark top. Soit nos calculs sont complètement faux, soit une force que nous ne connaissons pas encore agit sur les quark top. La deuxième fissure s'est ouverte plus profondément. Quand les particules appelées quarks beauté se désintègrent, elles se transforment en électrons et en muons, selon le modèle standard. Cette transformation devrait se produire à un taux égal, car l'électron et le muon sont des versions différentes de la même particule. Le muon est simplement 207 fois plus lourd. Mais l'expérience LHCb n'observe pas cette égalité depuis des années. Les quarks beauté se comportent avec une fréquence de 15 à 30% inférieure lorsqu'ils se transforment en muons. En 2025, cet écart a atteint le niveau de 4 sigma. Cela signifie une probabilité de coïncidence d'1 sur 10 000. Cette règle appelée l'universalité de la saveur leptonique est en train de s'effondrer. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il pourrait y avoir une cinquième force encore non découverte, agissant avec des intensités différentes sur les particules de l'univers. Cette force pourrait attirer les électrons et les muons différemment. Une particule hypothétique appelée le boson Z prime pourrait être le porteur de cette force. Ou bien, il pourrait exister de nouvelles particules appelées leptoquarks, qui transforment les quarks en leptons. La troisième fissure vient du monde macroscopique. Le taux d'expansion de l'univers est mesuré. Cette valeur, appelée la constante de Hubble, indique à quelle vitesse les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais différentes méthodes donnent des résultats différents. Les mesures utilisant le fond diffus cosmologique trouvent une valeur de 67,4 km par seconde par mégaparsec. Les mesures utilisant les supernovae et les céphéides variables donnent une valeur de 73,4 km par seconde par mégaparsec. La différence est de 9%. Cela peut sembler faible, mais à l'échelle de l'univers, c'est une incohérence colossale. En 2025, ce désaccord a dépassé le niveau de 5 sigma. Ce n'est plus une coïncidence. Soit les constantes physiques de l'univers primordial étaient différentes, soit nous comprenons mal la nature de l'énergie noire. Les fissures des particules au CERN et cette crise en cosmologie pourraient être liées, car toutes deux montrent que le modèle standard et son extension cosmologique, le modèle lambda, CDM, ne parviennent pas à expliquer le secteur sombre de l'univers. La quatrième anomalie est plus subtile, mais tout aussi importante. Le moment magnétique de la particule appelée muon est mesuré. Cette mesure indique comment la particule se comporte comme un aimant. La mécanique quantique peut calculer cette valeur avec une précision de 10 décimales. Mais les expériences au Fermilab montrent un écart par rapport à la théorie depuis 25 ans. Cet écart est petit, mais persistant. Les mesures de 2021 ont trouvé une incohérence de 4,2 sigma. En 2025, les calculs théoriques ont été mis à jour. Certaines méthodes de calcul soutiennent l'anomalie, d'autres la font disparaître. Mais, même cette incertitude montre une chose. Nous ne pouvons pas calculer entièrement les corrections quantiques. Soit nos méthodes de calcul sont insuffisantes,
soit des particules que nous ne connaissons pas encore agissent sur les muons. Alors, comment tout cela est-il devenu possible? Pourquoi les plus petites particules de l'univers n'obéissent-elles pas aux règles? Au Large Hadron Collider du CERN, 600 millions de collisions ont lieu chaque seconde. Chaque collision recrée la première billionième de seconde de l'univers. Une énergie de 13 billions d'électronvolts brise les protons en morceaux. Dans ces débris, de nouvelles particules apparaissent. Le boson de Higgs a été trouvé ainsi en 2012. Mais, maintenant, quelque chose de différent se produit. Des motifs non prédits par le modèle standard émergent. Les particules s'unissent de manières inattendues. Les quarks bottés se désintègrent à des taux incorrects. Les muons s'écartent de la théorie. Et surtout, les quarks top exécutent une danse impossible. Ces fissures ne sont pas une coïncidence. Les 4 grands groupes d'expérience, Atlas, CMS, ALICE et LHCb, ont remporté le prix de la percée en physique fondamentale en 2025. Car ces groupes ont observé une physique au-delà du modèle standard. Ce modèle n'est plus une théorie complète. C'est seulement une approche valide. Juste un morceau d'une plus grande vérité. Alors, quelle est cette plus grande vérité? Une 5e force? Des dimensions supplémentaires? La supersymétrie? Ou une couche encore non découverte dans la structure quantique de l'univers? Les réponses sont cachées à 100 mètres sous la frontière franco-suisse, dans un tunnel de 27 km de long. Dans ce tunnel, les particules tournent à 99,9999% de la vitesse de la lumière. Elles font 11 245 tours par seconde. Et à chaque collision, un secret de plus de l'univers est révélé. Mais la vraie question est, où ces fissures nous mèneront-elles? Allons-nous réécrire les fondements de la physique? Ou allons-nous redécouvrir complètement la structure fondamentale de l'univers? Car ces fissures ne sont pas de simples erreurs de calcul. Les 4 grandes expériences du CERN voient indépendamment les mêmes déviations. Atlas trouve une anomalie, CMS la confirme. LHCb détecte une violation de règles. Les théoriciens refont les calculs. Mais le résultat ne change pas. Le modèle standard ne peut plus expliquer les observations. Le 5e concept émerge de la recherche de la matière noire. Cette matière invisible, qui constitue 27% de l'univers, maintient les galaxies ensemble, mais n'émet aucune lumière. Au CERN, on recherche des particules massives, interagissant faiblement. Les WIMP, si ces particules existent, elles devraient être produites lors des collisions de protons. Mais elles devraient s'échapper des détecteurs et disparaître, car elles n'interagissent avec la matière normale que par la gravité et la force nucléaire faible. Cette énergie manquante est ce que les détecteurs essaient de mesurer. Parmi les milliards de collisions par seconde, certains événements semblent avoir un bilan énergétique déséquilibré. Les protons entrent en collision, les particules sont dispersées, mais l'énergie totale est inférieure à ce qui est attendu. Cette énergie manquante pourrait être l'énergie emportée par les particules de matière noire. Jusqu'en 2025, aucun signal définitif de WIMP n'a été trouvé, mais cela ne signifie pas que la matière noire n'existe pas. Cela montre simplement que les WIMP sont soit plus légers, soit plus lourds, soit interagissent beaucoup plus faiblement que prévu. Il existe des candidats alternatifs. Les particules hypothétiques appelées axions ont été proposées pour résoudre le problème CP4, mais elles pourraient aussi être la matière noire. Leur masse pourrait se situer entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 3 électronvolts. Ces 10 puissance 14 fois plus légers
que le boson de Higgs. Les neutrinos stériles sont un autre candidat. Il pourrait y avoir une quatrième sorte de neutrino en plus des trois connus. Ce neutrino ne ressentirait même pas la force faible. Barre verticale, il interagirait uniquement par la gravité. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que la matière noire détermine la structure de l'univers. Les galaxies, les amas de galaxies, la toile cosmique. Tout s'est formé grâce à la force gravitationnelle de la matière noire. Si nous ne savons pas ce qu'est la matière noire, nous ne pouvons pas comprendre comment l'univers s'est formé. La sixième anomalie est cachée dans la stabilité du vide. La masse du boson de Higgs est de 125 milliards d'électronvolts. Cette valeur n'est pas aléatoire. Avec la masse du quark top, ce chiffre détermine si le vide est stable ou métastable. Dans la théorie quantique des champs, le vide n'est pas vide. C'est l'état d'énergie le plus bas de tous les champs. Le champ de Higgs se trouve dans une vallée de potentiel. Mais la paroi de cette vallée pourrait être mince. S'il existe une vallée plus profonde, la mécanique quantique permet au champ de passer à travers par effet tunnel. Une fluctuation aléatoire pourrait pousser le champ de Higgs par-dessus le bord. Que se passerait-il alors? Une bulle de vrai vide se formerait. À l'intérieur de la bulle, la physique fonctionnerait différemment. Les constantes, les forces et la lumière qui régissent les atomes changeraient toutes. La bulle s'étendrait à la vitesse de la lumière. Elle avalerait tout ce qu'elle touche. Vous ne le verriez même pas arriver. Un instant, la réalité existe. L'instant d'après, elle a disparu. C'est un scénario théorique. Il n'y a aucune preuve confirmée que l'effondrement du vide se produira. Mais les mathématiques le permettent. L'échelle de temps pourrait être plus longue que l'âge de l'univers. Nous pourrions être en sécurité pendant des billions d'années. Ou nous pourrions ne jamais être en sécurité. La seule façon de le savoir est de mesurer précisément l'interaction du Higgs avec lui-même. Actuellement, le CERN a limité cette valeur. Ils savent qu'elle se situe quelque part entre moins 0,7 et plus 6. C'est une large fenêtre. La mise à niveau à haute luminosité réduira cette plage. Si la valeur correspond exactement à la prédiction du modèle standard, CINA, l'univers est probablement métastable, en équilibre sur le fil du rasoir entre l'être et le néant, mais susceptible de rester en équilibre très longtemps. Si la valeur dévie, quelque chose est faux dans notre compréhension de la physique. La septième anomalie est apparue dans la chute de l'antimatière. Chaque particule a un jumeau. L'électron a le positron. Le proton a l'antiproton. Lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent complètement. Elles convertissent toute leur masse en énergie pure. Mais une question est restée sans réponse pendant des années. L'antimatière tombe-t-elle vers le haut ou vers le bas? Ça semble étrange. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédit que tout tombe de la même manière. Une plume et un marteau frappent le sol en même temps dans le vide. L'antimatière devrait suivre la même règle. Mais personne ne l'avait jamais testé directement. Le problème est de garder l'antimatière en vie assez longtemps. Dès qu'une antiparticule touche la matière normale, les deux s'annihilent. Vous ne pouvez pas la tenir dans votre main. Vous ne pouvez pas la mettre sur une balance. Vous ne pouvez pas la laisser tomber pour voir ce qui se passe. Le CERN a construit une machine pour résoudre ce problème. L'expérience alpha crée des atomes d'antihydrogène en combinant des antiprotons avec des positrons. Ces antiatomes sont électriquement neutres. Ils peuvent donc être piégés avec des champs magnétiques plutôt que des champs électriques. En 2023, l'équipe était prête.
ils ont créé un nuage d'antihydrogène à l'intérieur d'un cylindre vertical entouré de bobines supraconductrices. Puis, ils ont lentement affaibli le piège magnétique. Les antiatomes ont commencé à s'échapper. Certains ont dérivé vers le haut, d'autres vers le bas. Chacun s'est annihilé en touchant la paroi du cylindre, laissant un flash d'énergie. Les détecteurs ont enregistré où chaque flash se produisait. 80% de l'antimatière s'est annihilée sous le centre du piège. Seulement 20% s'est annihilé au-dessus. Le résultat était clair, car l'antimatière tombe vers le bas. Elle répond à la gravité comme la matière normale. Einstein avait raison. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que si la matière et l'antimatière se comportent de manière identique sous l'effet de la gravité, pourquoi l'univers est-il presque entièrement composé de matière? Le Big Bang aurait dû en produire des quantités égales. Elles auraient dû s'annihiler complètement. Il ne devrait rester que du rayonnement. Mais quelque chose a brisé la symétrie. Cela a provoqué un excédent de matière d'environ une partie par milliard. Ce petit déséquilibre est la raison pour laquelle les galaxies, les étoiles et vous existez. L'expérience alpha a écarté une explication. L'antimatière ne tombe pas vers le haut. La gravité n'est pas la cause du déséquilibre. Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, tous les concepts sont sur la table. Les quarks top forment des unions impossibles. Les quarks beauté se désintègrent à des taux incorrects. Les muons s'écartent de la théorie. L'expansion de l'univers est mesurée de manière incohérente. La matière noire reste invisible. Le vide pourrait peut-être s'effondrer. Et l'antimatière a disparu. Mais maintenant, nous nous demandons quelles sont exactement les découvertes réelles qui ont créé ces fissures. Quelles expériences au CERN ont capturé ces anomalies? Quelles machines fonctionnent dans ce tunnel de 27 km de long? Comment 600 millions de collisions par seconde sont-elles analysées? Et surtout, vers quelle nouvelle physique ces découvertes nous mènent-elles? Et maintenant, voici le vrai choc. Pendant des années, les scientifiques du CERN cherchaient les particules prédites par les théories. Mais, à partir de 2023, ce qu'ils ont trouvé n'était dans aucune théorie. Les machines ont commencé à enregistrer l'impossible. Voici les découvertes. La première découverte est arrivée au moment où le quark top a dansé. Le toponium ne devait pas exister. Mais il était là. Le détecteur Atlas a capté un signal dans les débris de collision de 13 billions d'électronvolts. Deux quarks top s'unissaient avec leurs propres antiparticules. Cette union ne durait que 5 fois, 10 puissance moins 25 secondes. Ces particules, 185 fois plus lourdes qu'un quark dans un proton, ne pouvaient pas s'unir selon la théorie. Car le temps nécessaire pour s'unir était au moins 10 fois plus long que la durée de vie du quark top. Les calculs de la chromodynamique quantique le disaient clairement. Impossible. Mais Atlas l'a confirmé avec une certitude de 7,7 sigma. Que signifie ce chiffre? 5 sigma suffisent pour une découverte scientifique. 7,7 sigma signifie que si vous essayiez 1 billion de fois barre verticale, vous ne vous tromperiez qu'une seule fois. Le détecteur CIMS a vu indépendamment le même signal. Leur mesure était au niveau de 6,3 sigma. Deux expériences différentes, deux méthodes différentes, le même résultat impossible. Alors, pourquoi cela ne devait-il pas arriver? Parce que les mathématiques de la force nucléaire forte prédisent précisément la vitesse de désintégration des quarks top. La particule se désintègre trop vite. Elle ne devrait pas avoir le temps d'interagir avec un autre quark. Mais le toponium existe. Mais cela signifie
soit que nos calculs sont complètement faux, soit qu'une force que nous ne connaissons pas encore agit sur les quarks top. Peut-être que le comportement de la force forte à haute énergie est radicalement différent de son comportement à basse énergie. La deuxième découverte a creusé plus profond. Les quarks beauté se désintégraient à des taux incorrects. L'expérience LHCb suivait ces déviations depuis 2019. Mais en 2025, la certitude a atteint le niveau de 4 sigma. La règle appelée l'universalité de la saveur leptonique a commencé à s'effondrer. La règle est simple. Quand un quark beauté se désintègre, il doit se transformer en électron et en muon à un taux égal. Car, selon le modèle standard, l'électron et le muon sont des particules identiques. Le muon est simplement 207 fois plus lourd. Tomei LHCb a analysé des milliards de désintégrations de quarks beauté. Le résultat était choquant. Les quarks beauté se comportaient avec une fréquence de 15 à 30% inférieure lorsqu'ils se transformaient en muons. C'était une probabilité de coïncidence d'1 sur 10 000. Les lois de la physique ne le permettaient pas. L'électron et le muon devaient être soumis aux mêmes forces. Mais ce n'était pas le cas. Les théories ne l'avaient pas prédit. Alors, qu'est-ce que cela signifiait? Il y avait deux possibilités. Soit les calculs du modèle standard étaient faux, soit il y avait une nouvelle force qui attirait les électrons et les muons avec des intensités différentes. Une cinquième force, une particule hypothétique appelée le boson Z', pourrait être le porteur de cette force. Sa masse serait probablement entre 10 et 100 milliards d'électronvolts, dans la gamme d'énergie du LHC, mais pas encore observée directement. Alternativement, il y avait les leptoquarks, ces particules qui transforment les quarks en leptons, étaient dans ça prédites dans de nombreuses théories au-delà de la supersymétrie. Si elles existaient, elles pourraient l'accès modifier la désintégration des quarks beauté exactement de la manière observée. La troisième découverte a explosé à l'échelle cosmologique. Le taux d'expansion de l'univers était mesuré de manière incohérente. Cette valeur, appelée la constante de Hubble, était calculée par deux méthodes différentes. Le fond diffus cosmologique donnait 67,4 km par seconde par mégaparsec. Les supernovae et les céphéides variables donnaient 73,4 km par seconde par mégaparsec, bien que la différence était de 9%. En 2025, ce désaccord a dépassé le niveau de 5 sigma. Ce n'était plus une coïncidence. Si vous mesuriez 1 million de fois, vous ne verriez un tel écart qu'une seule fois. Ça ne devait pas arriver, car les deux méthodes reposent sur des lois physiques précises. Les mesures de l'univers primordial utilisaient les conditions des 380 000 premières années de l'univers. Les mesures de l'univers tardif utilisèrent les derniers d'1 milliard d'années. Si les deux sont corrects, Hariki, Saïapaksati, l'univers se comporte différemment avec le temps. C'est pourquoi les théories étaient remises en question. Peut-être que l'énergie noire n'était pas constante. Peut-être qu'elle changeait avec le temps. Peut-être que les constantes physiques étaient différentes dans l'univers primordial. Peut-être que les neutrinos étaient plus lourds que prévu et affectaient l'expansion de l'univers. Ou peut-être que les anomalies des particules au CERN et la tension de Hubble étaient des manifestations différentes de la même nouvelle physique. La quatrième découverte est apparue à la plus petite échelle. Des particules exotiques ont été trouvées, des pentacoins et des tétracoins. Ces particules avaient été théorisées dans les années 1960, mais n'avaient jamais été observées.
car la force nucléaire forte ne peut normalement maintenir ensemble que 2 ou 3 quarks. Les protons contiennent 3 quarks. Les pions en contiennent 2. Mais maintenir 4 ou 5 quarks liés semblait impossible. LHCb a détecté le premier pentacoin en 2015, avec une certitude de 15 sigma. 5 quarks étaient liés ensemble. J'ai un quark charme, un antiquark charme et 3 quarks légers. La particule n'a existé qu'un instant, puis s'est désintégrée. Mais le signal était indéniable. En 2020, quelque chose d'encore plus surprenant est arrivé. Un tétracoin entièrement lourd, une particule composée de 4 quarks charme. Tous les tétracoins précédents étaient un mélange de quarks lourds et légers. Celui-ci était entièrement lourd. En 2022, 3 nouvelles particules exotiques ont été annoncées d'un coup. Le premier pentacoin contenant un quark étrange. Des tétracoins doublement chargés électriquement et neutres. Tous sont apparus dans la même désintégration. Jusqu'à présent, plus de 60 nouveaux hadrons ont été découverts. La plupart sont des états exotiques jamais observés. Alors, pourquoi étaient-ils importants? Parce qu'ils aidaient à comprendre la force forte. Ils montraient comment les quarks se lient. 2 modèles étaient en compétition. Dans l'un, les quarks étaient étroitement liés les uns aux autres. Dans l'autre, la particule ressemblait plus à une molécule. 2 hadrons ordinaires faiblement liés l'un à l'autre. Pas complètement fusionnés, mais pas complètement séparés non plus. La réponse nous aiderait à comprendre ce qui se passe au cœur des étoiles, à neutrons et dans les premiers instants du Big Bang. Mais comment expliquer tout ça? Le toponium existe alors qu'il ne le devrait pas. Les quarks bottés se désintègrent mal. L'univers s'étend de manière incohérente. Les particules exotiques sont partout. Le modèle standard ne fonctionne plus. Alors, quelle est la véritable explication? Vers quelle nouvelle physique ces anomalies nous dirigent-elles? Et voici la véritable explication. Les machines du CERN recréent le premier instant de l'univers. Chaque seconde, 600 millions de collisions de protons ont lieu. Chaque collision libère une énergie de 13 billions d'électronvolts. Cette énergie simule les conditions qui existaient à peine une billionième de seconde après le Big Bang. Une densité d'énergie si élevée que la structure fondamentale de la matière fond. C'est à ce moment-là que l'impossible devient visible. La 5e découverte est apparue dans l'intrication quantique. Mais, cette fois, à des énergies violentes. L'intrication quantique était un phénomène connu. Lorsque 2 particules sont intriquées, leurs propriétés deviennent interdépendantes. Lorsque vous en mesurez une barre verticale, vous apprenez instantanément quelque chose sur l'autre. Peu importe à quelle distance elle se trouve. Einstein appelait cela l'action étrange à distance. Il n'y croyait pas, mais c'était réel. Des centaines d'expériences ont confirmé l'intrication, en utilisant des photons, des électrons, des atomes. Le prix Nobel de physique 2022 a été décerné pour ces expériences, car elles avaient en or prouvé que des variables cachées ne pouvaient pas expliquer l'intrication. Mais toutes ces expériences se déroulaient à basse énergie, des montages de tables des lasers et des cristaux des atomes froids. Les effets quantiques étaient délicats, contrôlés sûrs. Personne n'avait observé l'intrication dans les énergies violentes d'un collisionneur de particules. Jusqu'en 2023, la collaboration Atlas a annoncé avoir détecté une intrication quantique entre des quarks top. Le quark top est la particule élémentaire la plus lourde connue. Chacun pèse autant qu'un atome d'or. Ils ne sont créés que dans les collisions les plus violentes. Et ils sont extrêmement instables. Ils se désintègrent
en moins d'une trillionième de seconde. Ils n'ont pas le temps d'interagir avec d'autres particules, d'échanger des informations. Leurs propriétés quantiques doivent être mesurées à travers les débris qu'ils laissent derrière eux. L'expérience s'est concentrée sur les paires de quarks top, des paires produites lorsque des protons entrent en collision. En mesurant les angles entre leurs produits de désintégration, ils ont pu déduire les états de spin des quarks originaux. Et si les spins étaient hot corrélés d'une certaine manière, cela prouverait l'intrication. Le résultat a dépassé les 5 sigma. L'intrication était confirmée. L'échelle d'énergie était stupéfiante, 1 million de milliards de fois plus élevée que les expériences d'intrication précédentes. Les particules avaient été créées dans des conditions qui n'existaient qu'une billionième de seconde après le Big Bang. La collaboration CMS a reproduit la découverte avec ses propres données. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont étudié des paires de quarks se déplaçant à des vitesses relativistes élevées. Des situations où la communication classique entre les particules aurait été impossible, même à la vitesse de la lumière. L'intrication tenait toujours. Alors, pourquoi cela ne devait-il pas arriver ? Parce que certains théoriciens suggéraient que la mécanique quantique pourrait se briser à des énergies aussi élevées, que les lois quantiques pourraient changer dans des conditions extrêmes. Mais ce ne fut pas le cas. Le modèle standard décrit la réalité même dans l'environnement le plus violent. La 6e découverte se situait au plus profond de la symétrie matière-antimatière. La violation de CP a été observée dans les baryons. Pour la première fois, la violation de CP est connue depuis longtemps. Découverte en 1964. Certaines particules se désintégraient légèrement différemment de leurs antiparticules. L'effet était faible, mais réel. Il était codé dans le modèle standard, dans les mathématiques du mélange des quarks. Mais la violation de CP connue était trop faible. Elle ne pouvait pas expliquer la symétrie matière-antimatière. Il manquait plusieurs ordres de grandeur. Il devait y avoir autre chose. Le CERN avait cherché. L'expérience LHCb s'était spécialisée dans la violation de CP. Elle étudiait les désintégrations de particules contenant des quarks bottom et des quarks charm. Elle cherchait de petites différences entre les versions matière et antimatière. En 2025, la collaboration a annoncé une percée. Ils avaient observé pour la première fois une violation de CP dans les baryons. Les baryons sont des particules composées de 3 quarks, comme les protons et les neutrons. Auparavant, la violation de CP n'avait été confirmée que dans les mésons, des particules contenant 2 quarks. La mesure impliquait 2 types de baryons contenant un quark bottom, en comparant la fréquence à laquelle ils se désintégraient par différentes voies. Ils ont détecté l'asymétrie. Cela ne résout pas le mystère. La violation de CP observée était encore trop faible pour expliquer la domination de la matière dans l'univers. Mais cela confirmait que les baryons se comportaient différemment de leurs antiparticules. D'autres canaux seraient découverts. Chaque nouvelle mesure réduisait les possibilités. Chaque nouvelle confirmation du modèle standard acculait l'inconnu. Si le modèle standard ne pouvait pas expliquer l'asymétrie, une nouvelle physique devait exister. Et une nouvelle physique signifiait de nouvelles particules, de nouvelles forces, de nouvelles interactions qui avaient jusqu'à présent échappé à toutes les expériences. La 7e découverte était la plus étrange. Un flux collectif dans les collisions proton-proton. Lorsque des noyaux de plomb entrent en collision, des milliers de particules sont projetées. Les débris forment des motifs, des vagues
et des oscillations se propagent à travers la boule de feu en expansion. Les physiciens appellent cela le flux collectif. Cela montre que le plasma de quarks et de gluons se comporte comme un liquide. C'était attendu. Les collisions d'ions lourds produisent suffisamment de matière pour créer un comportement collectif. Le plasma est dense. Les particules interagissent. L'hydrodynamique s'applique. Mais, ensuite, les physiciens ont examiné les collisions proton-proton. Un proton est de minuscule par rapport à un noyau de plomb. Lorsque deux protons entrent en collision, beaucoup moins de particules sont produites. Le système devrait être trop petit pour des effets collectifs. Les interactions individuelles des particules devraient dominer. Il ne devrait pas y avoir de flux. Mais il y en avait. Les motifs sont apparus comme des fantômes dans les données. Des corrélations entre les particules qui indiquaient des signatures hydrodynamiques, des crêtes et des vallées dans les distributions angulaires. Au début, les physiciens doutaient des résultats. Peut-être que les motifs provenaient d'autre chose. Des jets de particules projetés par des collisions dures pourraient imiter un flux. Des corrélations quantiques pourraient produire des effets similaires. L'analyse devait être à toute épreuve. Elle l'était. Plusieurs expériences ont confirmé la découverte. C, MS, Atlas et Alice ont tous vu les mêmes motifs. L'effet est apparu non seulement dans les collisions proton-proton, mais aussi dans les collisions proton-plomb. La symétrie aurait dû détruire tout comportement collectif. Mais quelque chose créait des gouttelettes de plasma, de quarks et de gluons. Dans les plus petites collisions, les gouttelettes étaient microscopiques, quelques femtomètres de diamètre. Plus petites qu'un proton, elles n'existaient qu'une trillionième de seconde, avant de se dilater et de se refroidir en hadrons ordinaires. Mais, pendant ce bref instant, elles coulaient. Alors, pourquoi cela ne devait-il pas arriver? Parce que le plasma de quarks et de gluons nécessitait une quantité minimale de matière. En dessous de ce seuil, le système devait se comporter comme un gaz, pas comme un liquide. Chez les résultats proton-proton montraient que le seuil était plus bas que ce que tout le monde attendait. Ou peut-être que quelque chose d'autre. Maintenant, toutes les découvertes sont sur la table. Le toponium existe alors qu'il ne le devrait pas. Les quarks bottés se désintègrent mal. L'univers s'étend de manière incohérente. Les particules exotiques sont partout. Les quarks top sont intriqués. Les baryons sont asymétriques. Et même les plus petites collisions s'écoulent comme un liquide. Le modèle standard se fissure. Mais comment fonctionne cette machine? Que se passe-t-il exactement dans ce tunnel de 27 km? Comment les protons atteignent-ils 99,99999% de la vitesse de la lumière? Comment les détecteurs enregistrent-ils des milliards de collisions par seconde? Et surtout, quelle sera la prochaine étape que la technologie qui a rendu ces découvertes possibles nous apportera? Mais comment fonctionne cette machine géante? À 100 mètres sous la frontière franco-suisse, dans un tunnel de 27 km de long, tourne la technologie la plus complexe du monde. Le Large Hadron Collider est le plus grand instrument scientifique jamais construit par l'humanité, et son but est simple, découvrir de quoi tout est fait. Plongeons maintenant dans la technique, car derrière ces découvertes se cache une ingénierie spectaculaire. Le premier mécanisme est le système d'accélération qui amène les protons presque à la vitesse de la lumière. Imaginez que vous voulez obtenir une décoration de Noël. Vous avez une simple bouteille de gaz hydrogène dans une bouteille rouge, pas plus grande qu'un extincteur, et de l'hydrogène ordinaire, le même élément qui remplit les étoiles, qui flotte dans l'air que vous respirez.
Mais, ensuite, la transformation commence. D'abord, les électrons sont arrachés. Il ne reste que le noyau. Un seul proton, chargé positivement, prêt à être poussé. L'accélération se fait par étapes, comme une course de relais. Chaque coureur passe le relais à quelqu'un de plus rapide. Les protons entrent dans un petit accélérateur linéaire. Ils reçoivent leur première poussée de vitesse. Puis, ils sont transférés dans un anneau plus grand. Puis, un autre. Puis, un autre. Chaque anneau les rapproche un peu plus de la limite ultime. Cette limite est la vitesse de la lumière. Rien avec une masse ne peut l'atteindre. C'est l'une des règles les plus strictes de la physique. Mais les protons s'en approchent de manière stupéfiante. Lorsqu'ils entrent dans l'anneau principal, ils vont à 99,99999% de la vitesse de la lumière. La différence entre leur vitesse et le maximum absolu est presque incommensurable. Alors, que signifie cette vitesse en pratique ? Un proton dans le collisionneur parcourt tout l'anneau de 27 km, exactement 11 245 fois par seconde. Si vous pouviez le voir bouger, vous ne verriez rien. Il serait partout et nulle part à la fois. Juste un flou qui n'existe que dans les mathématiques qui le décrivent. À ces vitesses, des choses étranges se produisent. Les protons gagnent de la masse. La relativité l'exige. Plus quelque chose se déplace vite, plus il devient lourd. Un proton, au repos, ne pèse presque rien. Un proton proche de la vitesse de la lumière est 7000 fois plus lourd. Ceci est confirmé par chaque mesure que le CERN effectue. Mais la masse n'est qu'une partie de l'étrangeté. Le temps se déforme aussi, du point de vue du proton. Le voyage autour de l'anneau ne prend presque pas de temps. De notre point de vue extérieur, le proton semble figé dans une sorte de suspension temporelle. Il vieillit plus lentement que nous. C'est réel. Mesuré. C'est ce qui se passe lorsque vous vous approchez de la limite de vitesse cosmique. Le deuxième mécanisme est le système d'aimants supraconducteurs. Il y a 1232 aimants dipolaires pour maintenir les protons sur la bonne voie. Chacun mesure environ 15 mètres de long et pèse 35 tonnes. Ensemble, ils contiennent suffisamment de fils de niobium-titane pour faire 2 fois le tour de l'équateur. Mais pour les faire fonctionner, les ingénieurs doivent les refroidir à moins 271 degrés Celsius. C'est plus froid que l'espace entre les galaxies, plus froid que les coins les plus sombres de l'espace lointain. La machine nécessite 96 tonnes d'hélium liquide juste pour maintenir ce froid. L'hélium est la seule substance qui reste liquide dans ces conditions extrêmes. Tout le reste gèle à l'état solide. Une petite augmentation de température et tout le système s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Lors du premier démarrage, une connexion électrique défectueuse a provoqué une étincelle. L'étincelle a chauffé une petite section de la machine. Cette chaleur a provoqué l'évaporation explosive de l'hélium. L'onde de pression a endommagé plus de 50 aimants et a arraché les tubes à vide de leur support. Les réparations ont duré 14 mois. Le coût s'est élevé à des millions de dollars. Mais, lorsque le froid est maintenu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les aimants supraconducteurs perdent toute résistance électrique. Le courant les traverse sans aucune perte d'énergie. Dans un fil normal, l'électricité produit de la chaleur. Cette chaleur gaspille de la puissance et limite la quantité de courant que vous pouvez faire passer. Les supraconducteurs n'ont pas cette limite. Le même courant peut circuler indéfiniment sans jamais ajouter d'énergie. C'est ce qui permet aux aimants de produire des champs suffisamment puissants
pour courber des particules, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Un aimant conventionnel fondrait. Un aimant supraconducteur se contente de courber l'espace autour de lui, tige le troisième mécanisme est le point de collision et le système de détection. Les faisceaux sont focalisés jusqu'à ce qu'ils deviennent plus fins qu'un cheveu humain. Le timing doit être parfait. Si les deux faisceaux de protons se manquent d'une fraction de milliardième de seconde, rien ne se passe. Mais yes, quand ils entrent en collision, quand des milliards de particules heurtent des milliards d'autres particules, l'énergie libérée est immense. Pendant un bref instant, la température au point de collision atteint plusieurs billions de degrés, plus chaud que le centre de n'importe quelle étoile, plus chaud que tout ce qui existe dans l'univers aujourd'hui. À cette chaleur, la matière se transforme en quelque chose de plus fondamental. 4 grands détecteurs entourent les points de collision, chacun de la taille d'une cathédrale, où ils attrapent tout, chaque particule, chaque jet d'énergie, chaque indice qui pourrait révéler ce que la réalité nous cache. Atlas est l'un d'eux. Le détecteur a la hauteur d'un immeuble de 7 étages et la longueur d'un demi-terrain de football. Il pèse 7000 tonnes, plus lourd que la Tour Eiffel, plus lourd que 100 avions de ligne pleins de passagers. Mais il mesure des particules plus petites que des atomes, avec une précision plus fine qu'un cheveu humain. La couche la plus interne suit les particules les plus proches du point de collision. Des capteurs en silicium disposés en cylindres et disques enregistrent les trajectoires des particules chargées avec une précision micrométrique. Des milliards de canaux de capteurs alimentent en données des ordinateurs qui reconstruisent les trajectoires. Il y a que le calorimètre entoure le trajectographe. Cette couche arrête les particules et mesure leur énergie. Les électrons et les photons déposent leur énergie dans la section électromagnétique. Les hadrons pénètrent plus profondément dans la section hadronique. Lorsque les particules atteignent le bord extérieur, presque rien ne s'échappe, à l'exception des muons. Les muons sont suffisamment lourds pour traverser le calorimètre sans s'arrêter. La couche la plus externe d'Atlas est entièrement dédiée à leur capture. Des chambres remplies de gaz détectent les traces d'ionisation que les muons laissent derrière eux. Le quatrième mécanisme est le traitement des données et le système de déclenchement. 600 millions de collisions ont lieu par seconde. Chaque collision génère environ 1 mégaoctet de données. Les enregistrer toutes est impossible. Le débit de données dépasserait la capacité de stockage totale de la planète en quelques heures. C'est pourquoi les détecteurs font un choix. Les systèmes de déclenchement analysent chaque collision en temps réel. Des circuits matériels plus rapides que n'importe quel ordinateur. Ils examinent les données brutes et décident en quelques microsecondes si l'événement est intéressant. La plupart des événements sont immédiatement rejetés. Seuls environ 1000 par seconde passent le premier filtre. Les déclencheurs logiciels examinent plus attentivement les survivants. Des algorithmes reconstruisent les traces des particules et calculent les énergies. Les événements susceptibles de contenir des bosons de Higgs, des particules exotiques ou des signatures inattendues sont conservés. Tout le reste est jeté. Ce qui reste est encore colossal. Environ 100 pétaoctets de données sont enregistrés chaque année. C'est 100 millions de gigaoctets. Assez pour remplir 20 millions de DVDS. Assez pour stocker chaque livre jamais écrit 1 millier de fois. Aucun ordinateur ne peut analyser cela seul. Le CERN a construit le réseau de calcul mondial du LHC. Un réseau de plus de 170 centres de calcul dans plus de 40 pays. Les données affluent de Genève vers les laboratoires du monde entier.
des milliers de processeurs travaillent en parallèle. Le réseau fonctionne en continu. Pendant que les physiciens en Europe dorment, ceux en Asie continuent l'analyse. Pendant que l'Asie dort, l'Amérique prend le relais. Le calcul ne s'arrête jamais. Maintenant, tous les mécanismes sont clairs. Les protons sont accélérés par étapes. Les aimants supraconducteurs les maintiennent sur la bonne voie. Donc les points de collision créent une chaleur de plusieurs billions de degrés. Les détecteurs enregistrent tout. Les systèmes de déclenchement sélectionnent ce qui est intéressant. Le réseau informatique mondial analyse les données. Mais il y a plus. Que se passe-t-il lorsque différentes particules sont projetées les unes contre les autres au lieu de protons? Comment fonctionnent les expériences sur l'antimatière? Et surtout, les futures machines. Et les futures machines seront encore plus puissantes. Mais d'abord, nous devons comprendre les autres merveilles de la technologie actuelle. Car, au CERN, il n'y a pas seulement un collisionneur de protons. Pendant 1 mois par an, la machine change de régime. Au lieu de protons, elle accélère des noyaux de plomb. Et c'est alors qu'une physique complètement différente émerge. Le 5e mécanisme est la collision d'ions lourds et la création du plasma de quarks et de gluons. Un noyau de plomb est une structure massive. Il contient 82 protons et 126 neutrons. Dépouillé de tous ses électrons et poussé presque à la vitesse de la lumière. Lorsque 2 noyaux de plomb entrent en collision, le résultat est complètement différent d'une collision de protons. La densité d'énergie est si extrême que les protons et les neutrons fondent. Les quarks et les gluons à l'intérieur sont libérés de leur confinement. Normalement, les quarks sont piégés à l'intérieur des hadrons. La force forte les lie si étroitement que peu importe la quantité d'énergie que vous appliquez, vous ne pouvez pas isoler un seul quark. Mais, dans les collisions d'ions lourds, quelque chose change. Quand la température dépasse plusieurs billions de degrés, 100 000 fois plus chaud que le cœur de n'importe quelle étoile, si chaud que la force forte perd temporairement son emprise. Un nouvel état de la matière se forme. Les physiciens l'appellent le plasma de quarks et de gluons. Imaginez une soupe non pas de molécules ou d'atomes, mais des constituants fondamentaux de la matière. Les quarks flottent librement, interagissant avec les gluons, se comportant comme un fluide collectif plutôt que comme des particules individuelles. Le détecteur ALICE a été spécialement conçu pour étudier ce plasma. Son nom signifie A Large Ion Collider Experiment. Alors que d'autres détecteurs recherchent des événements rares et de nouvelles particules, ALICE analyse les propriétés collectives des milliers de particules produites simultanément. Et ce qu'ils ont trouvé a surpris tout le monde. Le plasma de quarks et de gluons se comporte comme un liquide presque parfait. Il s'écoule avec une viscosité proche de zéro. Cela signifie que sa friction interne est aussi faible que la physique le permet. C'était inattendu. Les théoriciens avaient prédit un état semblable à un gaz. Des particules rebondissant chaotiquement, sans comportement collectif. Au lieu de cela, le plasma se déplace comme de l'eau. Des vagues et des oscillations s'y propagent. Des motifs émergent qui révèlent la géométrie initiale de la collision. Le 6e mécanisme est le piégeage de l'antimatière et le test de la gravité. L'expérience alpha crée des atomes d'antihydrogène en combinant des antiprotons avec des positrons. Ces antiatomes sont électriquement neutres. Ils peuvent donc être piégés avec des champs magnétiques plutôt qu'électriques. Le piège est un cylindre vertical entouré de bobines supraconductrices. L'antihydrogène est suspendu dans le vide. Tout contact avec la matière normale signifierait l'annihilation. En 2023,
l'équipe était prête. Un nuage d'antihydrogène a été créé. Puis, le piège magnétique a été lentement affaibli. Les antiatomes ont commencé à s'échapper. Certains ont dérivé vers le haut, d'autres vers le bas. Chacun s'est annihilé en touchant la paroi du cylindre, laissant un flash d'énergie. Les détecteurs ont enregistré la position de chaque flash. Le résultat était clair. 80% de l'antimatière s'est annihilée sous le centre du piège, seulement 20% au-dessus. L'antimatière tombe vers le bas. Elle répond à la gravité tout comme la matière normale. Yo, Einstein avait raison. Mais cette expérience n'a pas seulement répondu à une question, elle en a ouvert une autre. Si la matière et l'antimatière se comportent de manière identique sous l'effet de la gravité, pourquoi l'univers est-il presque entièrement composé de matière? Le Big Bang aurait dû en produire des quantités égales. Elles auraient dû s'annihiler complètement. Il ne devrait rester que du rayonnement. Mais ce ne fut pas le cas. Il y avait environ une partie de matière en plus, par milliard. Ce petit déséquilibre est la raison pour laquelle les galaxies, les étoiles s'its et vous existez. Le septième mécanisme est l'apprentissage automatique et le filtrage des données en temps réel. 600 millions de collisions par seconde. C'est beaucoup, mais la plupart sont banales, car les protons se dispersent, des particules connues sont produites, pas de nouvelles physiques. Pour trouver les plus intéressantes, il faut des algorithmes intelligents. L'apprentissage automatique a changé la donne. Les réseaux de neurones artificiels sont entraînés sur des données simulées. Ils apprennent à reconnaître la signature des bosons de Higgs. Ils identifient les particules exotiques d'une manière que les méthodes traditionnelles manqueraient. Ils extraient des informations, des mesures que les humains ne pourraient jamais traiter. Les algorithmes s'améliorent constamment. Les techniques développées l'année dernière sont déjà obsolètes. De nouvelles architectures, de nouvelles méthodes d'entraînement, de nouvelles façons de combiner les informations augmentent la sensibilité. Une découverte qui aurait nécessité une décennie d'analyse il y a 20 ans peut maintenant être faite en quelques mois. Mais les machines ne pensent pas seules. Derrière chaque algorithme se trouve un physicien qui l'a conçu. Derrière chaque résultat se trouve une collaboration qui le vérifie. Le réseau augmente l'intelligence humaine. Il ne la remplace pas. Quelque part, dans ces 100 pétaoctets, des motifs attendent d'être découverts. La question est de savoir si nous posons les bonnes questions. Maintenant, tous les mécanismes sont révélés. Les protons et les noyaux de plomb sont accélérés. Les aimants supraconducteurs les maintiennent sur leur trajectoire. Les collisions créent un plasma à des billions de degrés. L'antimatière est piégée et testée. L'apprentissage automatique filtre les données. Tout fonctionne. Chaque pièce est synchronisée. Chaque système est perfectionné. Mais ce qui est vraiment excitant, ce ne sont pas les machines du futur. Ce qui est vraiment excitant, c'est où ces découvertes nous mènent. Car le CERN ne se contente pas de trouver des particules. Il réécrit les règles de la réalité. Le modèle standard s'est fissuré. Une nouvelle physique attend au tournant. Et maintenant, la plus grande question se pose. Vers quelle conclusion ces fissures nous mènent-elles? Et maintenant, voici le vrai miracle. Car ces fissures au CERN ne sont pas de simples problèmes théoriques, ce sont de vraies découvertes. Des découvertes qui réécrivent l'histoire de la physique. Lorsque le boson de Higgs a été trouvé, en 2012, le monde scientifique a célébré. Mais ce n'était que le début. Les vrais tremblements de terre arrivent maintenant. Nous sommes au point culminant. Soyez prêts. Le premier moment épique. L'interaction du boson de Higgs avec lui-même.
impossible. Mais c'était réel. Les détecteurs Atlas et CMS l'ont vu, et le monde scientifique a été ébranlé. Le boson de Higgs donne leur masse à toutes les particules. Mais selon la théorie, il doit aussi interagir avec lui-même. 3 bosons de Higgs devraient pouvoir se rencontrer en un seul point. 4 bosons de Higgs devraient pouvoir se lier en un seul événement. Cette auto-interaction est inscrite dans les mathématiques. Elle doit exister. Mais la prouver était presque impossible, car trouver un seul boson de Higgs a pris des décennies. Il a fallu des milliards de collisions. Bon, trouver 2 bosons de Higgs en même temps est environ 1000 fois plus difficile. La probabilité est si faible que même avec l'énorme quantité de données collectées par le CERN, les événements sont rares. Mais les scientifiques cherchent, car cette interaction est critique. Elle détermine la forme du potentiel de Higgs. Pensez à ce potentiel comme à un paysage. Le champ se trouve dans une vallée. La forme de cette vallée contrôle le comportement de l'univers. Si la vallée est profonde et stable, l'univers restera tel qu'il est pour toujours. Mais si la vallée a une paroi mince et qu'il y a un gouffre plus profond de l'autre côté, l'univers peut y passer par effet tunnel. La mécanique quantique le permet. Une fluctuation aléatoire peut pousser le champ par-dessus le bord. Que se passe-t-il alors? L'effondrement du vide. Une bulle de vrai vide se forme. À l'intérieur de la bulle, à champ, la physique fonctionne différemment. Les constantes qui régissent les atomes. Les forces et la lumière changent toutes. La bulle s'étend à la vitesse de la lumière. Elle avale tout ce qu'elle touche. Vous ne la verriez jamais arriver. Un instant, la réalité existe. L'instant d'après, elle a disparu. Actuellement, le CERN a limité la valeur. Ils savent qu'elle se situe quelque part entre moins 0,7 et plus 6. Multiple de la valeur du modèle standard. C'est une large fenêtre. La mise à niveau à haute luminosité la réduira. Si l'interaction correspond exactement au modèle standard, l'univers est probablement métastable, en équilibre sur le fil du rasoir entre l'être et le néant, mais susceptible de rester en équilibre pendant des billions d'années. S'il y a un écart. Quelque chose est faux dans notre compréhension de la physique. Les 2 réponses changent tout. Le deuxième moment épique, la confirmation de l'intrication quantique aux plus hautes énergies, dans l'environnement le plus violent de l'histoire. Jamais vu auparavant. En 2023, la collaboration Atlas l'a annoncé. L'intrication quantique entre les quarks top. L'échelle d'énergie était révolutionnaire, au niveau du billion d'électronvolts. 1 million de milliards, de fois plus élevé que les expériences d'intrication précédentes. Les particules étaient créées dans des conditions qui n'existaient que 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang. Le quark top est la particule élémentaire la plus lourde connue. Il pèse autant qu'un atome d'or, environ 173 milliards d'électronvolts, et il est extrêmement instable. Il ne vit que 5 fois 10 puissance moins 25 secondes. Il n'a pas le temps d'interagir avec d'autres particules, d'échanger des informations. Ses propriétés quantiques doivent être déduites des débris de sa désintégration. Le résultat a dépassé les 5 sigma. La certitude était indiscutable. CMS l'a confirmé indépendamment. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont étudié des paires de quarks se déplaçant à des vitesses relativistes élevées. Des situations où la communication classique entre les particules aurait été impossible. Même à la vitesse de la lumière, l'intrication tenait. Alors, comment était-ce possible? Parce que certaines théories suggéraient que la mécanique quantique
pourrait se briser dans des conditions extrêmes. Qu'à l'approche de l'échelle de Planck, les lois quantiques pourraient changer. De l'espace-temps pourrait devenir spumeux. L'intrication pourrait disparaître. Mais ce ne fut pas le cas. Le modèle standard décrit la réalité même dans les collisions les plus violentes. La mécanique quantique reste intacte. L'intrication fonctionne exactement comme les mathématiques le disent. Le monde scientifique était stupéfait, mais aussi soulagé, car cela montrait que la théorie quantique est valide même dans les conditions les plus extrêmes de l'univers. Le troisième moment épique, l'explosion des particules exotiques. Plus de 60 nouveaux hadrons. La plupart sont des états jamais observés. LHCb les a trouvés. Des pentacoins, des particules composées de 5 quarks, des tétracoins, des structures de 4 quarks. Ils avaient été théorisés dans les années 1960, mais jamais trouvés, car la force nucléaire forte ne peut normalement maintenir ensemble que 2 ou 3 quarks. En 2015, le premier pentacoin est arrivé. Une certitude de 15 sigma, 3 fois les 5 sigma requis pour une découverte scientifique. 5 quarks étaient liés ensemble. Un quark charme, un antiquark charme, 3 quarks légers. La particule a existé un instant, puis s'est désintégrée. Mais le signal était indéniable. En 2020, quelque chose de plus surprenant est arrivé. Un tétracoin entièrement lourd, composé de 4 quarks charmes, 2 charmes, 2 anticharmes, étroitement liés. Tous les tétracoins précédents étaient d'un mélange de quarks lourds et légers. Celui-ci était entièrement lourd. C'était extraordinaire. En 2022, 3 nouvelles particules exotiques d'un coup. Le premier pentacoin contenant un quark étrange. Un tétracoin doublement chargé électriquement. Un tétracoin neutre. Tous sont apparus dans la même désintégration, au niveau de 6 sigma et 15 sigma. Alors, que sont-ils? 2 modèles s'affrontent. Dans l'un, les quarks sont étroitement liés. Un objet compact unique. Dans l'autre, la particule ressemble plus à une molécule. 2 hadrons ordinaires, faiblement liés l'un à l'autre. Maintenus proches par la force forte résiduelle. Pas complètement fusionnés, mais pas complètement séparés non plus. La réponse est importante. Comprendre comment les quarks se lient aide à expliquer la force forte elle-même, l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Cela aide aussi les physiciens à calculer ce qui devrait se passer dans des environnements extrêmes comme le cœur des étoiles, à neutrons, ou dans les premiers instants du Big Bang. Chez les scientifiques cartographient maintenant le zoo de particules. Chaque nouvelle découverte révèle une nouvelle facette de la force forte. Le 4e moment épique, l'observation de la violation de CP dans les baryons, pour la première fois dans l'histoire. En 2025, LHCb l'a annoncé. Cela va au cœur de l'asymétrie matière-antimatière. La violation de CP est connue depuis 1964. Certaines particules se désintègrent différemment de leurs antiparticules. Mais c'était toujours dans les mésons. Des particules à 2 quarks. Jamais dans les baryons. Des particules à 3 quarks. Comme les protons et les neutrons. La mesure de 2025 impliquait 2 types de baryons. Des baryons contenant un quark bottom. En comparant la fréquence à laquelle ils se désintégraient par différentes voies, ils ont détecté l'asymétrie. Ils ont confirmé que les baryons se comportent différemment de leurs antiparticules. Mais cela ne résout pas le mystère. La violation de ces P observées est encore bien trop faible pour expliquer la domination de la matière dans l'univers. Il manque plusieurs ordres de grandeur. Mais cela ouvre une nouvelle porte.
d'autres canaux seront découverts. Chaque nouvelle mesure réduit les possibilités. Si le modèle standard ne peut pas expliquer l'asymétrie, une nouvelle physique doit exister. De nouvelles particules, de nouvelles forces, de nouvelles interactions qui ont jusqu'à présent échappé à toutes les expériences. L'univers est fait de matière parce que quelque chose que nous ne comprenons pas l'a fait ainsi. Trouver cette chose est la raison pour laquelle le CERN continue de faire entrer des particules en collision. Avec le cinquième moment épique, le flux collectif dans les plus petites collisions. C'était inattendu. Mais c'était là, même dans les collisions proton-proton. Lorsque les noyaux de plomb entrent en collision, un plasma de quarks et de gluons se forme. Des milliers de particules, un flux semblable à un liquide. C'était compréhensible. Mais, proton, le système devrait être trop petit, trop peu de matière pour un comportement collectif. MES, MS, Atlas et Alice ont tous vu les mêmes motifs. Des corrélations entre les particules qui indiquaient des signatures hydrodynamiques. Même dans les collisions proton-plomb. Des supercalculateurs. La technologie la plus avancée. Les esprits les plus brillants. Tout cet effort a construit le modèle standard, a trouvé le boson de Higgs, a confirmé la mécanique quantique, a validé la relativité, a cartographié le monde subatomique. De l'autre côté, il y a les choses que nous ne savons toujours pas, ce qu'est la matière noire, la nature de l'énergie noire, or la raison de l'asymétrie matière-antimatière, la réconciliation de la gravité avec la théorie quantique. Pourquoi l'univers existe? Comment la conscience émerge? Si le temps s'écoule vraiment? S'il existe des multivers? La vérité tragique est la suivante. Plus nous en apprenons, plus nous réalisons que nous ne savons rien. Chaque réponse crée 10 nouvelles questions. Le toponium a été trouvé. Maintenant, nous ne savons pas comment la force forte se comporte à haute énergie. Les quarks beauté se désintègrent mal. Maintenant, nous ne savons pas si une cinquième force existe. L'univers s'étend de manière incohérente. Maintenant, nous ne savons pas si l'énergie noire change. Chaque découverte élargit le domaine de l'incertitude. Nous repoussons les frontières. Mais ce qui se trouve au-delà des frontières est toujours là. La belle vérité, c'est la suivante. L'ignorance signifie l'espoir, car chaque inconnu est une possibilité. Chaque question est une aventure. Chaque mystère est une invitation. Les fissures au CERN nous montrent ce que nous ne savons pas, et c'est excitant, car savoir est possible. Une cinquième force existe-t-elle? Nous pouvons la chercher. Qu'est-ce que la matière noire? Nous pouvons la tester. Le vide est-il stable? Nous pouvons le mesurer. Comment le Higgs interagit-il avec lui-même? Nous pouvons le calculer. Le futur collisionneur circulaire sera construit. La mise à niveau à haute luminosité arrivera. De nouvelles expériences seront conçues. De nouvelles théories seront proposées. Vous faites aussi partie de ce voyage. Peut-être que vous ne faites pas de recherche directement. Mais, en vous interrogeant, en apprenant, en questionnant, vous participez à la quête de connaissance de l'humanité. Chaque fois que vous posez une question, vous faites partie de la pensée scientifique. Le quatrième contraste. Le paradoxe de l'impuissance et de la compréhension. D'un côté, il y a les forces colossales de l'univers. L'explosion des supernovae, la fusion au cœur du Soleil, la gravité des trous noirs, la chaleur du plasma de quarks et de gluons, l'énergie des collisions au CERN. 13 billions d'électronvolts, une chaleur de billions de degrés, 99,9999% de la vitesse de la lumière. La force nucléaire forte lie les quarks si étroitement que peu importe la quantité d'énergie que vous appliquez, vous ne pouvez pas isoler un seul quark.
La force nucléaire faible désintègre les atomes. Et alors la force électromagnétique crée des éclairs. La gravité maintient les galaxies ensemble. Face aux forces physiques, vous n'êtes rien. De l'autre côté, il y a ce qui est dans votre esprit. La pensée mathématique, l'abstraction, l'imagination, la curiosité. Les scientifiques du CERN ne peuvent pas briser les protons, mais ils peuvent prédire le comportement des morceaux. Ils n'étaient pas au début de l'univers. Mais ils peuvent simuler les conditions du début. Ils ne peuvent pas voir le champ de Higgs, mais ils peuvent prouver son existence. Ils ne peuvent pas arrêter l'intrication quantique, mais ils peuvent comprendre comment elle fonctionne. La vérité tragique est la suivante. Vous êtes physiquement faible. Vous ne pouvez pas accélérer les protons. Vous ne pouvez pas créer d'aimants supraconducteurs. Vous ne pouvez pas produire de plasma de quarks et de gluons. Vous ne pouvez pas piéger l'antimatière. Votre corps n'est pas assez fort pour résister aux forces cosmiques. Mais la belle vérité est la suivante. Vous pouvez comprendre. La faiblesse physique n'empêche pas la force mentale. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été impuissante face à la nature. Mais elle a essayé de la comprendre. Elle n'a pas pu contrôler la foudre, mais elle a découvert l'électricité. Elle n'a pas pu changer la gravité, mais elle en a écrit les lois. Elle n'a pas pu voir l'atome, Sectors, mais elle a résolu sa structure. Maintenant, elle comprend les quarks. Elle trouve le boson de Higgs. Elle recrée le premier instant de l'univers. L'impuissance n'est pas un obstacle, c'est la porte de la compréhension. Chez vous aussi, vous devenez plus fort en comprenant. Physiquement, vous êtes dans le plus petit coin de l'univers. Mais votre esprit peut atteindre les coins les plus reculés de l'univers. Car la compréhension est une force au-delà de la force physique. Les mathématiques vous emmènent dans les galaxies. La théorie vous emmène au Big Bang. L'imagination vous emmène vers les possibilités. La faiblesse n'est pas un obstacle. C'est le début de la curiosité. Le cinquième contraste. Le paradoxe de la solitude et de la connexion. D'un côté, il y a l'isolement cosmique. L'étoile la plus proche est à 4,24 années-lumière. Proxima Centauri. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait 4 ans pour y arriver. Mais nous ne pouvons pas aller à la vitesse de la lumière. Avec notre technologie actuelle, cela prendrait 70 000 ans. La galaxie la plus proche, Andromède, est à 2,5 millions d'années-lumière. Il est impossible de l'atteindre. Nous ne verrons jamais les planètes des autres galaxies. Nous ne rencontrerons jamais les formes de vie qui s'y trouvent. L'univers est en expansion. Chaque seconde, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Un jour, la majeure partie de l'univers sera au-delà de notre horizon d'observation. Leur lumière ne nous atteindra jamais. Nous sommes cosmiquement seuls. De l'autre côté, il y a la connexion. Vous et moi sommes faits de la même matière. Le carbone, l'oxygène, le fer, le calcium de notre corps ont tous été créés à l'intérieur des étoiles, dispersés dans l'espace par l'explosion des supernovae. Et des milliards d'années plus tard, le système solaire s'est formé. Ces éléments se sont mélangés aux planètes, aux océans, à l'atmosphère. Puis, la vie a commencé. L'évolution a eu lieu. Et maintenant, ces éléments sont dans votre corps, dans mon corps, dans le corps de nous tous. Nous sommes poussière d'étoiles au sens le plus littéral du terme. La vérité tragique est la suivante. Nous ne nous rencontrerons jamais. S'il y a des civilisations dans d'autres galaxies, nous ne les connaîtrons jamais. Nos messages n'arriveront jamais. La vitesse de la lumière ne peut être contournée.
Les lois de la physique ne peuvent être changées. L'expansion de l'univers ne peut être arrêtée. À l'échelle cosmique, l'humanité restera seule pour toujours. Mais la belle vérité est la suivante. Nous ne sommes pas seuls ici. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, chacune faite de la même poussière d'étoiles, chacune partageant la même évolution, chacune portant la même curiosité. Au CERN, des scientifiques de 70 pays travaillent ensemble. Ils posent les mêmes questions. Ils luttent avec les mêmes mystères. Ils vivent l'excitation des mêmes découvertes. Les langues sont différentes. Les cultures sont différentes. Mais ils parlent ensemble la langue de l'univers, la langue des mathématiques, la langue de la physique. Vous faites aussi partie de cette connexion. En regardant cette vidéo, des milliers de personnes dans le monde lisent sur les mêmes découvertes, posent les mêmes questions, ressentent le même émerveillement. Nous sommes peut-être seuls à l'échelle cosmique, mais nous sommes connectés les uns aux autres, et ce lien a un sens. Juste le 6e contraste à cette somme. Le paradoxe de l'incertitude et de la certitude. D'un côté, il y a l'incertitude quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Vous ne pouvez pas connaître avec précision à la fois la position et la quantité de mouvement d'une particule. La mécanique quantique est basée sur les probabilités. Un électron peut être ici ou là. Vous ne le savez pas avant de le mesurer. L'acte de mesurer change la réalité. L'effet de l'observateur. Même le vide n'est pas vide. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent constamment. La mousse quantique, au fondement de l'univers. Il y a l'incertitude, pas de certitude. Non déterministe, probabiliste. De l'autre côté, il y a la certitude des mathématiques. 2 plus 2 font toujours 4. Pi est toujours 3, virgule, 1 4, 1 5 9. La vitesse de la lumière est toujours 299 792 458 mètres par seconde. La masse du boson de Higgs est de 125 milliards d'électronvolts. Mesurée, confirmée, certaine. Le modèle standard a été testé des millions de fois. Ses prédictions correspondent aux mesures, jusqu'à 10 décimales. L'électrodynamique quantique est la théorie la plus précisément testée de l'histoire. La vérité tragique est la suivante. Il n'y a pas de réalité certaine. Au niveau quantique, l'univers est incertain. L'effet de l'observateur est réel. La mesure peut affecter les résultats. La réalité n'est pas solide. Elle est fluide, probabiliste. L'idée d'un univers déterministe s'est effondrée. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir avec certitude. Vous ne pouvez que calculer les probabilités. Ah mais, la belle vérité est la suivante. Nous pouvons trouver des motifs dans l'incertitude. La mécanique quantique est basée sur les probabilités, mais nous pouvons calculer ces probabilités avec précision. Un seul électron est incertain. Mais, le comportement de billions d'électrons est prévisible. Les lois de la statistique fonctionnent. Des motifs émergent. Les mathématiques fonctionnent. Les détecteurs du CERN enregistrent des milliards d'événements incertains. Mais, ils en tirent des résultats certains. Ils ont trouvé le boson de Higgs. Ils ont confirmé le toponium avec une certitude de 7,7 sigma. Ils ont observé l'intrication quantique au niveau de 5 sigma. L'incertitude n'empêche pas la connaissance. Elle n'arrête pas la découverte. Vous vivez aussi dans l'incertitude. C'est vous ne savez pas avec certitude ce qui se passera demain. Mais vous pouvez faire des plans. Vous pouvez faire des choix. Vous pouvez trouver un sens. L'incertitude signifie la liberté. Maintenant, toutes les réflexions philosophiques ont été exposées. Le grand univers, nous petits.
le temps infini, la vie éphémère, l'ignorance, la découverte, l'impuissance, la compréhension, la solitude, la connexion, l'incertitude, le motif. Chaque paradoxe est une vérité, chaque contraste est un sens. Les fissures au cerne ne sont pas seulement de la physique, c'est le sens d'être humain, notre place dans l'univers, la valeur de notre existence. Ce voyage touche maintenant à sa fin. Nous avons commencé par les fissures du modèle standard, de l'existence impossible du toponium, de la mauvaise désintégration des quarks beauté et de la tenue de l'intrication quantique aux plus hautes énergies, de l'explosion des particules exotiques, de la chute de l'antimatière, de la crise de la masse du boson W, de l'évolution du muon G2, des plans des futures machines. Puis nous avons plongé dans la philosophie. Nous avons vu notre grandeur et notre petitesse. Nous avons compris notre éphémère et notre instant. Nous avons accepté notre ignorance et notre curiosité. Nous avons découvert notre impuissance et notre esprit. Nous avons ressenti notre solitude et nos liens. Nous avons trouvé notre incertitude et nos motifs. Maintenant, nous savons. L'univers est bien plus grand que nous. Mais nous pouvons le comprendre. Notre vie est très courte. Mais ce court laps de temps a un sens. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais nous pouvons les découvrir, car nous sommes physiquement faibles. Mais notre esprit est fort. Nous sommes cosmiquement seuls. Mais nous sommes connectés les uns aux autres. Tout est incertain. Mais nous pouvons trouver des motifs. Ce voyage ne se termine pas ici, car les recherches au CERN continuent. La mise à niveau à haute luminosité arrive en 2029. Le futur collisionneur circulaire est planifié. De nouveaux détecteurs sont conçus. De nouvelles théories se développent. La prochaine découverte attend au tournant. La prochaine fissure est sur le point d'apparaître. Et vous en serez témoin. Car c'est votre temps, c'est votre époque, c'est votre au CERN. Nous avons vu les fissures du modèle standard. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Les équations d'Einstein autorisent le voyage dans le temps. Vous pouvez aller dans le passé, dont vous pouvez voir le futur. Les trous noirs ouvrent des portails. L'espace-temps en rotation se déforme. Des courbes temporelles fermées existent. Mais il y a un prix à payer, le paradoxe de la causalité, le problème du meurtre du grand-père, le mécanisme d'autoprotection de l'univers. Dans notre prochain voyage, nous explorerons les limites du voyage dans le temps. La physique le permet-elle? L'univers l'empêche-t-il? Êtes-vous prêt?